et bienvenue à cette session. Je voudrais rappeler les règles de nos sessions. On va passer la parole au présentateur du jour. Après son exposé, les participants peuvent soit lever la main, soit écrire leurs commentaires ou questions dans le chat. Les deux sont possibles. Et pendant la session, on va fermer nos micros et surtout la caméra pour permettre un bon déroulement de la bande passante. Et surtout aujourd'hui, nous avons, du moins dans notre région, beaucoup de problèmes de connexion suite à une panne du câble sous-marin au niveau de Cape Town. Alors, nous allons, avant de présenter le présentateur du jour, le docteur Valérie, nous allons profiter, en attendant que les autres nous rejoignent dans quelques minutes, nous allons procéder par la présentation mutuelle pour nous connaître davantage. Moi-même, je suis médecin, je m'appelle Boulaboula Ali, je suis médecin et enseignant dans des facultés de médecine en République démocratique du Congo. Est-ce que, Madame Kanika, vous pouvez vous présenter à nos participants et surtout ceux qui viennent pour la première fois? Oui. Bonjour à tous, je suis Kanika, je travaille avec EcoEnd. Merci. Merci beaucoup, Madame. Nous allons demander à Pascal s'il peut se présenter. Pascal, si vous êtes en ligne, veuillez vous présenter. Merci beaucoup, professeur. Moi, c'est Pascal Tezangi. Je suis administrateur et membre de l'expertise congolaise pour la prévention et le contrôle des infections ICPCI. Merci. S'agissant du docteur Valérie, nous allons le présenter. Après, Monsieur Bernard, voudriez-vous vous présenter? Monsieur Bernard, ouvrez votre micro. Voudriez-vous vous présenter? Oui, allô, vous m'écoutez? Oui, oui, nous vous suivons. Oui, Veuillez vous oui, présenter, je Monsieur suis Bernard. Monsieur Bernard Massandekia, hygiéniste de Oui, formation. Je suis actuellement à l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement de mon pays, le Gabon. Récemment, j'étais aussi responsable de la sous-commission hygiène et assainissement abrégé PCI-WASH dans le cadre de la riposte de la COVID-19 dans mon pays. merci beaucoup, Monsieur Bernard, et soyez le bienvenu. Je vous en prie. Monsieur Bruno, merci. Monsieur Bruno Bojok. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Bruno Boudjon, comme vous l'avez vu. Je suis ingénieur génie sanitaire de formation. Je suis responsable régional de WASH PCI dans une région sanitaire du Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bruno. C'est un plaisir
de vous accueillir sur cette plateforme. Madame Colette, voudriez-vous vous présenter? Madame Colette? C'est comment partage la collecte? Ouais. Bonjour à tous. J'espère que vous Bonjour, m'entendez. madame. Nous vous entendons. Oui, moi, Ah, ils ont c'est pas docteur communiqué. Colette. Je suis médecin généraliste et je suis présentement à Kinshasa. Merci beaucoup. Merci, docteur Colette. Oui, je vous remercie. OK. Monsieur Constant. Monsieur Constant, voudriez-vous vous présenter aux autres participants? Bonjour à tous, je suis Dr Ndoumé Constant Gislain. Je suis membre de la task force PCI EHA qui a été mis en place à l'avènement de la COVID et je suis un des membres de cette activité. Merci. Merci beaucoup. Nous demandons à Monsieur ou Madame Dudeji Abdou Hassan de se présenter. Oui, bon, c'est Madame Abdouhassan Bouledji. Je suis épidémiologiste. Je suis le point focal de la prévention et contrôle des infections à la direction régionale de la santé de Ngazidja ici au Comores. Merci beaucoup, Madame, et soyez la bienvenue. Freddy Kisako, voudriez-vous vous présenter aux autres participants? Monsieur Freddy, ouvrez votre micro et présentez-vous. Peut-être qu'il est loin. On va revenir après. Monsieur Hervé, voudriez-vous vous présenter? Merci, professeur. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, je suis Monsieur Hervé Denis, Oui, technicien biologiste en service au Centre de coordination des urgences de santé publique, Yaoundé, Cameroun. Mais actuellement, je vous suis depuis Montréal au Canada. merci beaucoup. C'est un plaisir de vous entendre de si loin. Merci, professeur. OK. Monsieur Ibrahima Ndiaye, voudriez-vous vous présenter aux autres collègues? Oui, c'est M. Ndiaye Ibrahima, ingénieur en biologie, en service au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, plus précisément à la direction des laboratoires. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahima. C'est aussi un plaisir de vous accueillir en cette session ce vendredi. Monsieur Gâteau, Monsieur Gâteau, voudriez-vous vous présenter aux autres Bonjour, participants? Bonjour, bonjour, bonjour. Vous m'entendez? nous vous Ouais. entendons. Ok, merci pour ça. Je suis docteur Goga Gato. Je suis chirurgien dentiste de formation. J'exerce au CHR de Guiglo en Côte d'Ivoire. Je suis également membre de la PCI
au niveau de la Oui, Task Force PCI Côte d'Ivoire. Je vous merci remercie. beaucoup. C'est un plaisir de vous accueillir, monsieur. Plaisir à partager. Docteur Emmanuel, voulez-vous vous présenter aux autres collègues? Bonjour à tous, c'est Dr Emmanuel Mbouyi, médecin de formation et assistant à l'école de santé publique. Merci. Merci beaucoup, docteur Mboui. Monsieur Jean Caril, voudriez-vous vous présenter aux autres collègues? Monsieur Jean Caril, Oui, oui. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, professeur. bonsoir. Moi, c'est Jean-Caril Méfiré, ingénieur des travaux en génie sanitaire au Cameroun, plus précisément hôpital régional de Bafoussam, chargé de la PCI. Merci. Merci beaucoup, monsieur Jean Caril. Soyez le bienvenu. Docteur Jean-Pierre Kazadi, c'est votre tour. Veuillez vous présenter aux autres collègues. Merci beaucoup, cher professeur, et bonsoir à tous. Moi, je suis le docteur Jean-Pierre Kazadi, master en écologie des maladies infectieuses de l'Université de Kinshasa, et actuellement en route vers la province après les études, la Lomami, au centre presque de la République démocratique du Congo. Merci. Très bien, docteur, et merci. Madame Judith Boukaba, voudriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup, professeur. Moi, c'est Judith Bouka Babazika. Je suis médecin. Je preste à l'hôpital provincial de Bukavu, actuellement affectée dans les services d'hygiène hospitalière, mais je suis aussi santé publiciste. Merci beaucoup. Nous vous remercions, madame. Monsieur Ken Kabamba, si vous nous suivez, veuillez vous présenter aux autres. Bonjour à tous. Moi, c'est Ken Kabamba. Je suis médecin et expert en PCI à la direction hygiène et salubrité publique à Kinshasa. Merci. Merci beaucoup, docteur Kabamba. Madame Sylvia Banza-Ilunga, voudriez-vous vous présenter aux Moi, autres c'est collègues Banza. participant cet après-midi? Oui, Je suis médecin au Programme national des urgences et actions humanitaires, Kinshasa, RDC. merci beaucoup, docteur. Nous demandons à Monsieur Patrick Boué de se présenter aussi aux autres collègues. Merci, professeur, de la parole. Vous m'entendez? Nous vous entendons. Alors, moi, c'est Patrick Boué. Je suis médecin traitant à l'hôpital militaire régional de Bukavu. Je suis également apprenant en master à l'école régionale de santé publique de l'Université catholique de Bukavu, au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Merci. Merci, docteur. Monsieur Albert Moudéroy, vous avez la parole. Veuillez vous présenter aux autres collègues. Monsieur Albert, peut-être qu'il reviendra après. Monsieur Papi Adiokou,
Si vous nous suivez, veuillez vous présenter. Monsieur Roland Luandico, voudriez-vous vous présenter? Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, moi, c'est Roland Luandico. Je suis médecin traitant aux cliniques universitaires de Bukavu et aussi en spécialisation en médecine interne. Merci beaucoup, docteur Roland. Bien, je Merci, pense cher professeur. que nous avons présenté tous les participants, sauf ceux qui étaient loin de leur micro. Maintenant, nous allons présenter le docteur Valérie. Le docteur Valérie est membre des CPCI. Il est spécialiste en PCI, un grand homme du terrain. Il a une grande expérience sur la gestion de la santé. Eh bien, c'est un spécialiste auquel nous avons fait appel pour nous parler aujourd'hui des indications de l'utilisation des gants à un milieu de soins de santé selon l'approche d'estimation du risque. Sans plus tarder, je demande au docteur Valérie de nous faire l'économie de son texte. Docteur Valérie, veuillez prendre le micro pour nous parler des indications de l'utilisation des gants en milieu de soins de santé. À vous la parole. Merci beaucoup, cher professeur. Euh, je suis très émerveillé de voir, je dois le dire, pour ma première fois, la face de Madame Kanika qui nous aide depuis. Et je suis très heureux de ça. Mais il n'est pas facile de prendre parole devant des grands hommes. Chacun s'est présenté et j'ai entendu que nous avons affaire à une plateforme de personnes fortement expérimentées et aussi outillées. Donc cet après-midi, nous allons faire un partage. C'est un partage parce qu'il sera interactif. Et nous allons essayer de parler, essayer de pouvoir partager le peu que nous avons, mais être enrichi aussi par d'autres lorsqu'il viendra ou lorsqu'il arrivera justement la session questions-réponses. Tout de suite, si nous regardons bien l'intitulé, eh c'est les indications de l'utilisation des gants en milieu de soins de santé. Il y a plusieurs types de milieux. Peut-être tout de suite, la photo qui paraît, ou les deux photos qui paraissent, chacune d'elles peut bien nous indiquer le contexte dans lequel nous nous trouvons. Je présume que celle à votre droite, c'est une vaccination. Je présume que c'est une vaccination. Et celle d'à côté, quelle est la phase à laquelle se trouve la personne qui porte ou qui a les gants? À notre gauche, la personne en blouse bleue, est-ce que c'est au retrait ou bien c'est au port? Voyez-vous déjà, dès le départ, une photo peut semer polémique et nous interroger. Nous allons essayer de répondre à cela parce que cette session sera interactive. Quel est donc le plan de notre travail? Eh bien,
Nous avons des objectifs. Nous allons parler après des différents milieux de soins et puis les indications d'usage des gants, les types de gants, et puis quelques dispositions pratiques. Les défis interviendront et enfin une conclusion. Eh bien, c'est nous tous qui allons faire cette présentation. Eh bien, il est important que nous puissions connaître pourquoi et quand utiliser les gants. Au fond, également, à la fin de cette présentation, il est très important que nous puissions nous-mêmes nous sentir un tout petit peu interpellés sur la limitation du mauvais usage des gants, notamment le gaspillage. Je dirais bien et davantage par rapport à cet aspect de gaspillage. Et puis, essayer de pouvoir améliorer la gestion de ce type d'équipement de protection individuelle. Eh bien, c'est un type d'équipement qui souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il est utilisé à temps et à contre-temps. Rapidement, quels sont les différents milieux de soins que nous avons? Eh bien, nous avons les formations sanitaires formelles, dans lesquelles nous allons trouver différents pavillons et différents services. Le pavillon de médecine interne, la salle d'accouchement, les soins intensifs, la buanderie, la stérilisation. Eh bien, il y en a d'autres. Mais chacune ou chacun de ces services, chacun de ces départements a des exigences PCI, mais aussi ses spécificités. Dans ces différents départements, nous avons plusieurs intervenants avec différents niveaux de formation, avec différents niveaux de responsabilité, avec différents niveaux de compétences. J'aimerais bien élaborer ici en disant ceci. Lorsque nous sommes dans un pavillon de chirurgie et qu'un patient a une infection du site chirurgical et que ce patient arrivait à pouvoir mourir, je ne pense pas que c'est l'hygiéniste qui sera appelé au tribunal ou auprès de l'administration pour aller s'expliquer. On demandera au chef de département, on demandera à l'infirmière en chef, on posera des questions à bien d'autres gens. On pensera le moins aux techniciens de surface. Donc, plusieurs niveaux de formation, plusieurs niveaux de responsabilité, mais également plusieurs niveaux de compétences. Nous avons des soins qui peuvent être administrés à domicile, des soins peuvent être administrés dans la rue, lors d'un accident, lors d'un incident, par exemple, une perte de connaissance, et on doit vite intervenir. Mais également, on peut avoir des soins dans les milieux, donc à soins à long terme, des hospices de vieillards, des maisons de retraite, et bien différents contextes. Également, nous pouvons avoir en temps normal ou en temps d'épidémie. Oui, lorsque nous nous retrouvons en temps d'épidémie, les choses changent. Nous n'allons plus nous comporter de la même façon parce qu'il faudra évaluer le risque. Nous rappelons que les équipements de protection individuelle que nous portons sont de protection, mais aussi suivant les circonstances. Alors, ces différents services, comme vous le voyez, nous pouvons avoir là-bas un automate, probablement c'est au laboratoire, et nous avons justement une station à laquelle vous avez une automatisation assez grande. Nous regardons la personne qui s'y tient, comment elle s'y tient, elle porte les gants, on voit sa coiffure tout à fait éparpillée. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Nous ne savons pas. Mais de toutes les façons, ces gants sont utilisés dans cet environnement. Et probablement qu'il faille nettoyer cet environnement. Et probablement ce qu'elle manipule peut être quelque chose de nocif. Nocif à plusieurs degrés. Ça peut être un produit chimique, ça peut être un produit pathologique, et cela est très important que nous puissions le noter. Alors, dans ces mêmes milieux, nous pouvons avoir justement quelque chose qui nous dit, eh bien, nous avons un département, qu'allons-nous faire? Quelles sont les indications pour l'hygiène des mains? Nous rentrons là-dessus, vous permettez, pour pouvoir souligner quelque chose de très important. Que ici, nous avons une personne qui ne travaille pas seule. Elle doit avoir d'autres gens qui l'accompagnent, qui peuvent être de différents niveaux. Alors, les indications
pour l'utilisation des gants, ici, en milieu des soins, dépendront aussi de ces départements. Ça dépend du risque que nous évaluons. Nous allons le voir tout de suite ensemble. Eh bien, cette pyramide est connue. Elle part du bas au sommet en regardant dans la première partie en bas grisée, celle-là, c'est l'utilisation des soins, pardon, où nous faisons des soins où l'utilisation des gants est inopportune. Eh bien, sauf dans les cas, on souligne bien des précautions contact. Donc, ça veut dire même là en bas, quand on dit qu'on ne va pas les utiliser, eh bien, il faut faire une approche d'évaluation des risques pour pouvoir y arriver. Je ne sais pas si ces écrits sont tout petits. Je reviendrai sur cette pyramide sous une autre forme, avec des écrits un peu plus grands. J'ai voulu la prendre telle qu'elle au lieu de la redessiner parce que celle-ci, elle vient des documents de l'OMS, documents que nous allons partager éventuellement si, ici, la pièce jointe peut passer sur Zoom, mais sinon, au niveau de notre plateforme SCPCI. Alors, on dit ceci. En bas, contact indirect avec le patient. Vous savez, quand je dois utiliser le téléphone, quand je dois manipuler un dossier du patient, et ici, j'aimerais bien élaborer, on le voit, nous manipulons le dossier du patient qui passe de la salle ou de la chambre d'hospitalisation et qui va jusqu'à l'administration avec nos gants. Alors que nous ne savons pas nettoyer ou passer probablement au rayon ultraviolet pour pouvoir stériliser ou pour pouvoir décontaminer, c'est le mot qu'il faudrait, cette fiche du patient, ce dossier du patient, parce qu'on ne sait pas y mettre du liquide, les désinfectants que nous utilisons. Donc, nous faisons prendre du risque ou des risques à d'autres. Lors de la distribution des médicaments oraux, est-ce que nous est-il ici obligatoire de pouvoir porter les gants? Nous voyons, eh bien, on a dit, sauf cas de précaution contact. Mais pour le reste, on n'en a pas besoin. La distribution des repas. Ici, on va revenir là-dessus, c'est très important. Vous voyez que celui qui vient donner le repas peut être un aide infirmier, peut être l'infirmier lui-même, ça peut être les agents du restaurant. Donc, vous voyez que le service du restaurant peut être appelé à pouvoir entrer par là. Vous pouvez avoir également les services de nutrition pour l'une ou pour l'autre raison. Donc ici, on est en train probablement aussi de pouvoir arranger le lit. On réfectionne le lit, sauf cas où cela est indiqué de pouvoir porter les gants. Le changement de la literie, sachez très bien que cette literie, si elle est infectée, d'ailleurs déjà si un patient là-dedans, elle est potentiellement infectée, donc on peut bien mettre, elle est potentiellement à risque d'infection, il faudra porter les gants pour pouvoir retirer, mais bien ça dépend du risque même évalué. Voyez-vous qu'ici, dans cette première partie grisée, l'une ou l'autre chose est faisable. Eh bien, lorsque nous plaçons un instrument de ventilation non invasif, nous nous rappelons que nous faisons l'hygiène des mains, nous allons mettre le masque de ventilation, le masque que nous allons mettre sur la face du patient, nous faisons l'hygiène des mains, nous déposons, nous oxygénons, pas besoin de pouvoir porter des gants. Eh bien, le déplacement du mobilier du patient. Nous pouvons le déplacer sans avoir mis des gants. Donc, c'est déjà, on voit déjà dès le départ qu'il faudra faire une ségrégation entre nos comportements qui aujourd'hui probablement exposent à une surconsommation ou à une consommation des gants, mais également qui exposent les autres à des risques infectieux. Quand est-ce que les gants sont indiqués en situation clinique? Vous voyez que l'essentiel de cette présentation est sur cette pyramide assez intéressante qu'il faille prendre et coller. On dit lamination, plastifier et coller dans les milieux pour que nous puissions avoir un rappel visuel. Cela fait partie de la communication PCI. Ici, nous mettons ces gants lorsque, et ici, ce ne sont pas des gants stériles, nous disons lorsque le risque d'exposition au sang ou au liquide biologique est présent, notamment des sécrétions, des excrétions,
et notamment du matériel visiblement souillé par les liquides biologiques ou souillé par toute autre chose et que nous ne voudrons pas entrer en contact avec. Donc là, aussi dans les cas de contact direct avec le patient. J'ai fait un examen de la bouche, évidemment. S'il n'y a pas des irritations, s'il n'y a pas de blessures, je peux utiliser des gants qui sont propres pour pouvoir faire l'examen. Mais dans les cas où la peau est lésée, aussi, nous pouvons faire un effort pour que nous puissions utiliser ces gants parce que cela est bien indiqué. Nous rappelons très bien que dans certains cas, on est dans l'obligation d'utiliser des gants qui sont stériles, même déjà à ce niveau. Vous voyez que la démarcation n'est pas toujours une démarcation absolue. Nous pouvons passer de l'un à l'autre après avoir évalué les risques. Eh bien, lorsque nous retirons, par exemple, un accès vasculaire, lorsque nous faisons un prélèvement sanguin, ça dépendra du type, eh bien, on peut bien utiliser ces gants qui sont tout à fait des gants propres et qui ne sont pas stériles, mais on peut aller jusqu'aux gants qui sont stériles en évaluant le risque. Nous savons très bien qu'un examen vaginal, un examen pelvien, nous appelle à pouvoir porter également les gants. Et une aspiration endotrachéale sur un système tout à fait ouvert nous indique cela. Chers collègues, la partie d'en haut nous demande de pouvoir utiliser les gants qui sont stériles. Ici, nous sommes dans une procédure aseptique et probablement dans une procédure exigeant une stérilité. Et cela est très important. Eh bien, cela nous est indiqué. Je vais passer très vite et nous allons revoir cette pyramide plus tard. Donc, le message à retenir ici, c'est que nous allons faire une approche avec évaluation du risque. Très important. Cela nous permet de ne pas copier-coller parce qu'on a vu quelqu'un d'autre faire, parce qu'on a vu le maître faire, parce que le maître peut ne pas être informé. Il n'y a pas du copier-coller, c'est de la réflexion avec des évidences scientifiques. Alors, si vous m'autorisez, nous allons courir. Alors, je vous ai dit que tout à l'heure, on va passer cette même pyramide un peu de façon tout à fait différente, avec les mêmes indications. Du bas, vous reconnaîtrez la même chose, nous n'allons pas le répéter, mais on donne, eh bien, d'autres éléments additionnels. En cas de prise de température, en cas de prise de tension artérielle, en cas de toilette que l'on doit administrer au patient, sauf cas de toilette intime, vous vous rappelez très bien, là, on est obligé de porter les gants. Nous sommes au bas dans la partie grise. Et puis, habillage du patient, transport du patient. Et quand nous disons transport des patients, nous avons aussi la notion de risque parce que les porteurs des malades sont deux fois appelés à pouvoir porter les gants en fonction du risque dans le transport du patient. Très important. Donc, il n'y a pas à dire que parce qu'il est écrit ainsi, non, nous évaluons le risque ensemble. Pas de contact avec le sang, eh bien, comment est-ce que je vais pouvoir m'y prendre? Nous pouvons faire une réflexion du pansement avec une méthode sans pouvoir toucher. Plus haut, quand nous allons, j'apprécie beaucoup cette pyramide parce qu'elle nous donne le type d'éléments à risque auxquels nous faisons face. Donc, nous retenons quand nous regardons sur la pente à notre gauche, à notre droite plutôt, la pente nous dit port de gants non recommandé. Pas de risque d'exposition à des liquides biologiques, des muqueuses ou du matériel contaminé. Et puis, nous allons dans la partie verte. On dit port de gants non stériles. Et on dit pour la protection du soignant, si risque d'exposition aux liquides biologiques. Et on dit là-bas aussi, si, par rapport aux muqueuses, ou bien quand le matériel est contaminé. Chers collègues, chers amis, chers participants, chers experts, eh bien, on nous détaille un certain nombre de choses dans ces différentes sections, mais également avec des points de continuité, les points pour dire et autres, et autres. Donc, tous les événements, toutes les situations n'étant pas
montrer ici, nous devons bien aller réfléchir ensemble pour regarder, quand nous sommes devant un événement, comment est-ce que nous allons nous comporter. Et dans la dernière partie, en bleu, le port des gants stériles, pour la protection du patient lors d'un acte invasif. Eh bien, à l'extrême gauche, on nous dit, eh bien, vous êtes dans de bonnes mains quand quelqu'un connaît comment porter et retirer les gants, quand quelqu'un connaît les indications des gants, et on nous dit ceci comme message que nous devons retenir, il faut ôter les gants immédiatement après les soins et appliquer l'hygiène des mains. J'y reviendrai plus tard, nous y reviendrons plus tard. Le port des gants n'est pas une alternative à l'hygiène des mains. Donc, puisque moi, je sens bien que l'hygiène de main me prend du temps, puisque je vois très bien que je n'ai pas la chance de pouvoir avoir l'accès à l'eau et au savon ou à une solution à base alcoolique, donc hydroalcoolique, eh bien, je vais porter les gants. Même quand on porte les gants, on devra préalablement faire l'hygiène des mains et après le retrait des gants, on devra bien faire l'hygiène des mains. Donc, ce n'est pas une alternative à l'hygiène des mains. Cela étant dit, nous allons continuer. Eh bien, quelles sont les catégories de gants? Ceci est très important avant d'approfondir ou avant d'aller loin. J'aimerais tout de suite dire à l'un ou à l'autre que nous avons parlé des différents types de gants que nous utilisons pour les soins, mais rappelons-nous que nous pouvons avoir d'autres types de gants. Nous le verrons ici. Lorsque les techniciens des surfaces hygiénistes travaillent, ils pourraient mettre des gants propres d'abord et puis mettre justement des gants de ménage pour pouvoir nettoyer l'environnement. Ce sont aussi des gants dans les milieux des soins. Et ce sont des gants qui sont réutilisables, mais à condition d'aller les rendre plus sécures de nouveau pour une nouvelle utilisation. Ainsi, ils vont passer par le processus de décontamination. Donc, les gants non stériles, je m'excuse, j'ai écrit 2 fois non stériles, mais c'est des gants stériles et des gants non stériles. Donc, les gants non stériles vont comprendre les gants qui sont dits ici, principalement non stériles pour protéger les mains d'un contact non invasif avec le sang ou d'un liquide biologique. Nous avons aussi des gants dits de protection. Ce sont des gants avec une manchette. Donc, ils vont aller et couvrir aussi les poignets de l'opérateur ici pour, par exemple, protéger contre les produits chimiques, des désinfectants, des détergents désinfectants ou des médicaments anticancéreux, par exemple. Parce que vous pouvez les avoir qui peuvent aller en éclaboussure sur vous. On doit se protéger. Et les gants stériles vont comprendre ici des gants qui sont dits des gants de soins. Et ici, pour les soins généralement invasifs. Par exemple, pour une exigence d'asepsie. Voyez-vous, nous faisons une répétition de ce que nous avons dit en haut en donnant un élément nouveau. Par exemple, ici, comme en cas de sondage urinaire, en cas de cathéter vasculaire, qui peut être même cathéter vasculaire central. Et puis, nous avons des gants qui sont dits d'intervention. Par exemple, de courte durée, lorsque nous faisons une suture, vous avez besoin de pouvoir prendre des gants stériles. Alors, selon leur composition, nous avons, ici je ne vais pas beaucoup insister parce que c'est question seulement que nous puissions savoir que nous pouvons voir que c'est écrit par exemple sur une boîte, par exemple, c'est Nitrile Examination Gloves, pour dire par exemple que ce sont des gants d'examination à base de nitrile. On nous dit par exemple des gants de latex qui ont une élasticité et une résistance qui sont remarquables. Donc, en milieu de soins, quand on va acheter, quand on va les commander, ceux qui sont chargés de vérifier la qualité des produits que nous achetons sont censés aussi regarder si le matériel qui compose, ce qui a été comme substance à base de fabrication, si ça va répondre au travail dont nous avons que nous avons à pouvoir faire ou que nous devons faire. Nous avons des gants en caoutchouc qui sont donc synthétiques et hypoallergiques. Du coup, la notion d'allergie entre ici, ou hypoallergénique, j'allais dire, la notion d'allergie entre, nous allons l'évoquer dans les discussions ou même un peu plus tard. Par exemple, on nous dit des gants qui sont faits de néoprène ou de polyuréthane. On a aussi des gants en polymère qui sont thermoplastiques, qui sont peu coûteux, mais sans élasticité ni grande résistance, tels que ceux qui sont faits de polychlorure de vinyle ou de polyéthylène de haute densité.
Vous les verrez, quand vous essayez de les étirer, il ne faut pas beaucoup trop s'étirer. Il y en a qui sont assez résistants ou qui sont résistants un tout petit peu à la chaleur. On dit thermoplastique aussi. Alors, comment retirer les gants de manière à ce que nous ne puissions pas nous exposer? Donc, un dirait, mais pourquoi est-ce que vous allez directement au retrait des gants? Au lieu de parler d'abord du port des gants, parce qu'on est en milieu des soins. J'ai pris le soin de naviguer et d'essayer de trouver des vidéos qui manifestent ceci. J'ai dit, bon, je vais pouvoir faire la démonstration du port. Mais à ce moment-là, il faut avoir des gants stériles et des gants propres. Peut-être que si la bande passante est bonne, nous allons voir une vidéo que nous allons critiquer tous ensemble. Je vais revenir là-dessus à la fin. Eh bien, pour retirer les gants, la démonstration est tout à fait simple. Nous devons essayer de pouvoir pincer. Nous tenons les gants à l'extérieur, près du poignet, et à l'aide de notre pouce et l'index, nous allons pincer. Je vais pouvoir faire la démonstration. Une chose assez simple pour chacun d'entre nous. Pour ceux qui voient, est-ce qu'ils voient bien mes mains? Voyez-vous bien mes mains? Voyez-vous bien ma chemise? Professeur, suis-je bien audible? Est-ce que ma chemise est visible? Si on vous voit avec une chemise carreau-carreau. Et cette chemise est-elle à manche longue ou à manche courte? En manche longue. Manche longue. Donc, du coup, vous connaissez ce qu'il faut faire avec une chemise à manche longue, n'est-ce pas? Que faut-il faire? Il faut trousser les manches. Nous allons retrousser les manches parce que nous allons faire l'hygiène des mains avant. Pour que ça ne prenne pas trop de temps, nous n'allons pas faire la technique d'hygiène des mains ici pour l'instant. Nous l'avions déjà vu avec professeur Boulaboula les jours antérieurs, mais nous allons mettre les gants que nous voyons ici. Ils sont de quelle couleur? Bleu ciel. Couleur bleue. Bleu. La couleur bleue. Ils sont de couleur bleue. Est-ce que mes deux mains sont visibles? Pas du tout. Alors, je vais pouvoir tout simplement enfiler les gants. J'ai enfilé ma première main. Est-ce que c'est visible? Oui. Oui. Oui, oui. Gentil. Je vais enfiler ma deuxième paire de gants. Elle est là. L'enfilage n'est pas un problème. Tout le monde sait comment s'y prendre. Elle est déjà dedans. Les deux sont visibles à la caméra, n'est-ce pas? Oui. Bien sûr. Regardez. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Ça, c'est index et ça, c'est pouce. Est-ce que index et pouce sont visibles? Oui. Ouais. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pincé. Est-ce que c'est visible? C'est visible pour ça. Et je vais crocheter. Pendant que je crochette, je vais faire un mouvement pour tirer et tout en l'éloignant de moi. Et je suis en train d'avaler le gant avec l'autre main pour réduire la taille du gant. Et je l'ai avalé dans l'autre main. Est-ce que cela est visible? C'est visible, prof. Maintenant, je ne peux pas toucher l'extérieur de l'autre gant parce que l'extérieur de l'autre gant se trouve déjà dans suivi. ces conditions-ci, supposé être infecté. Je vais aller peau à peau. Donc, et je vais introduire mon index dedans et je vais retourner pour pouvoir faire ressortir tout en évitant de tirer brutalement parce que le risque d'éclaboussure est là. L'intérieur ici était en contact avec ma peau et je vais pouvoir retirer. J'ai touché l'intérieur et j'ai réduit la taille et je vais mettre ceci dans quelle poubelle? Poubelle de déchets biologiques. Des déchets infectieux, bien sûr, où je vais pouvoir mettre parce que ceci est considéré comme étant matériel infectieux. Donc, tout ce qui a été écrit là-bas vient d'être démontré. Probablement que ce n'est pas visible. Probablement que ce n'est pas visible, mais tout ce qui est écrit là-bas a été démontré. Donc, je vais mettre dans la poubelle
et nous allons discuter de ça plus tard. Nous n'allons pas réutiliser ces gants et on fait l'hygiène des mains et on ne va pas faire la démonstration tout de suite. Néanmoins, l'hygiène des mains est là. Ça, c'est le stérilium et je peux procéder à l'hygiène des mains. Même si je n'ai pas touché à un patient, je vais vous expliquer pourquoi je fais l'hygiène des mains. Même quand je viens dans les fermer ma caméra pour laisser une bonne bande passante. Cela étant dit, nous allons passer. Les détails sont là. Nous allons recevoir la présentation. Nous pouvons y aller. Eh bien, pour le bon usage, allais-je dire, nous avons 6 principes. Lors du port des gants, la friction, c'est juste et immédiatement, je dis bien, avant et après. Pourquoi? Avant de pouvoir procéder, nous pouvons avoir fait l'hygiène des mains avant et puis nous faisons d'autres activités. On se dit on a déjà fait l'hygiène des mains avant d'entrer. Non, c'est immédiatement, c'est dit immédiatement. Nous allons pouvoir faire avant et nous allons faire aussi immédiatement après le retrait parce que nous diminuons le risque. Les gens vont dire, mais vous avez porté les gants. Pourquoi est-ce que vous, là, vous allez faire l'hygiène des mains parce que vous venez de porter les gants? Nous allons expliquer ça plus tard. Les gants sont à usage unique, sans latex et non poudrés. Quand je dis ici non poudrés, il faut savoir qu'il y en a d'autres qui peuvent être tout à fait poudrés, qu'on peut utiliser. Mais généralement, ceux-là, il y en a qui ont des allergies, il y en a qui sont sensibles à ça. Mais quand vous les avez, vous les utilisez. Et on dit que les gants sont changés après chaque patient. Et même chez le même patient, ils peuvent être changés lorsqu'on vient d'un site contaminé vers un site propre. Les gants doivent être également changés en cas d'interruption des soins. J'étais en train de soigner, j'arrête ces soins-là, je m'en vais faire autre chose. Mais autre chose là, avant d'aller le faire, j'enlève les gants. Alors, quand je reviens, je dois prendre une autre paire de gants. Rappelons-nous tout de suite que ces gants sont tirés dès la fin des soins et avant de toucher l'environnement. Cela est très important. Maintenant, dans le mauvais usage, on ne va pas réutiliser ces gants. Marie-Claire Diongo, c'est le numéro de Odeo, non? Ça, elle avait pris la carte d'identité de sa copine pour ouvrir son compte. Là. Et on va ne pas chers patients, je vais expliquer quelque chose d'assez intéressant un peu plus tard. On ne va pas stocker les gants dans les poches. Eh bien, puisqu'on a une quantité insuffisante ou bien parce que la boîte est éloignée, nous avons l'habitude de stocker les gants dans les poches. D'ailleurs, encore faut-il que nos poches puissent être des poches qui soient stériles ou propres parce que la réalité des faits, c'est que nous y mettons et retirons les mains répétitivement après avoir passé ces mains à plusieurs autres endroits. Donc, les poches vont être d'ailleurs des endroits où nous amenons facilement et stockons les germes. Regardons, et principalement, je parle des hommes parce que je n'ai pas eu la chance de vérifier les poches des dames. Quand nous regardons notre propre poche de pantalon, le rebord extérieur de la poche est de couleur. Nous pouvons le noter très facilement. Je dis bien aux hommes qui sont sur cette plateforme, ils savent très bien que ce témoignage qui est porté, il est vrai et que chacun peut bien faire l'expérience. D'ailleurs, j'en vois qui sont en train de se regarder aux poches de leur pantalon maintenant. Eh bien, ils vont nous dire le témoignage après. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que ceci est très important pour l'instant. Que faut-il retenir? Et à retenir en rouge. À retenir en rouge. Le port de gants ne remplacera jamais, jamais l'hygiène des mains. Par contre, le port de gants complète l'hygiène des mains. On dit que les gants, c'est pour cela que vous avez vu dans le message, là j'avais écrit,
les gants non poudrés. Ils sont privilégiés parce qu'ils sont moins irritants et moins sensibilisants donc, que les gants qui sont donc poudrés, par exemple, à l'amidon de maïs ou au talc, ainsi de suite. Nous savons bien cela. Certains arrivent à faire une réaction par rapport à ça. Eh bien, les mains doivent être séchées sans bague ni bracelet et avec des ongles coupés au ras. Je peux vous dire que la plupart des vidéos que j'ai cherchées sur YouTube pour pouvoir essayer de projeter ici, vous allez voir les personnes qui font ces vidéos qui sont pourtant didactiques gardent leur bague. Mais l'hygiène des mains a été faite comment? Les gants sont enfilés juste avant tout contact ou le soin et sont retirés immédiatement après le contact ou la fin du soin. Le retrait, et après le retrait, les gants doivent être jetés. Et c'est là avant de toucher une quelconque autre zone ou l'environnement médiat ou immédiat du patient. Il ne faut pas répondre au téléphone, ni faire manœuvrer donc une poignée de porte ou un interrupteur, ou toucher une table, ou un clavier, ou une commande, ou tout autre élément environnemental avec des gants que nous suspectons être contaminés. Les gants donc sont impérativement changés entre deux patients ou deux activités, y compris même chez les mêmes patients. Nous avons dit par exemple en passant d'une zone plus infectée vers une zone moins infectée. Et le retrait des gants, si on dit après le retrait des gants, important, hygiène des mains. C'est ici que j'avais voulu porter l'explication du pourquoi est-ce que nous faisons l'hygiène des mains après. J'aimerais parler d'abord du fait que lorsque nous portons les gants, nous transpirons à l'intérieur, on a un tout petit peu l'effet de macération, on a beaucoup de germes, une prolifération de germes à l'intérieur. Bien plus, il faudra noter que nous pouvons avoir des micropores et des micropores qui ne peuvent pas être visibles et qui peuvent être ici, dont la taille peut être augmentée. Je vais ouvrir ma caméra pour pouvoir faire ce commentaire et montrer justement ce qui est en face de moi et qui sera bientôt en face de vous, entre vous et moi. Est-ce que vous voyez ce qui est là? Qu'est-ce que vous voyez? Y a-t-il quelqu'un qui peut parler? C'est un gant. Lorsque j'étire ce gant ici, je l'étire. Vous pouvez avoir des pores qui peuvent être là et dont la taille peut être agrandie. Rappelez-vous que ce gant n'est pas sous tension. Mais quand je porte le gant, je le mets sous tension. Il existe des gants. Exactement comme il a existé des capotes défectueuses qui ont été vendues parce qu'avec des micropores, c'est arrivé même qu'on a les retiré certains lots de la circulation. Vous pouvez rechercher condom, capote défectueux en anglais. En Afrique du Sud, il y a des séries, par exemple, qui ont été déplacées. Donc, ça peut exister. Vous pouvez avoir des micropores qui vont pouvoir être davantage élargis. Donc, ça fait qu'il y a certains germes qui peuvent sortir de vous, aller chez le patient, tout comme qui peuvent entrer là-dedans. Et puis, en travaillant, rappelons-nous tout de suite que nous pouvons avoir des ruptures des gants, des déchirures, j'allais dire, qui peuvent arriver ci et là, de suite aux manœuvres que nous opérons ou que nous avons faites. Cela étant, chers collègues, nous allons aller assez vite. Les défis. Quels sont les défis que nous rencontrons? Nous allons fermer notre caméra pour pouvoir améliorer la bande passante. L'insuffisance des stocks. L'insuffisance peut être en quantité, en qualité, mais aussi à d'autres spécifications. Quand je parle des spécifications ici, c'est notamment les numéros. Vous pouvez avoir la taille, size, la taille 6, la taille 7, la taille 8, dépendant, et 6,5. Et vous pouvez avoir justement des déficits en stock qui peuvent être là. Des difficultés d'approvisionnement peuvent être réelles. Et éventuellement, ici, avec un budget qui puisse être insuffisant, ça devient difficile de pouvoir se procurer ces équipements de protection individuelle qui sont très importants. Les difficultés de formation des usagers, même quand on a formé, est-ce que les collègues ont du matériel pour pouvoir appliquer? Et même, ils se posent des questions alors, pourquoi faire cette formation? Parce que justement, nous n'avons pas, mais autant être informés. Autant être informé parce que quand on est informé, on peut guider, on peut être orienté, on a une assurance parce qu'on a l'information. Cela augmente un sens de sécurité.
plutôt que d'avoir justement une fausse assurance, une fausse sûreté en portant des gants et à temps et à contre-temps, parce que nous avons vu pendant la COVID, actuellement, là où nous nous trouvons présentement, nous sommes allés dans un hôpital qui a gardé certaines habitudes. Dès qu'un superviseur entre au laboratoire, tous les stagiaires ont déjà porté les gants. Et ils portent les gants pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'il faut porter les gants et protéger. Parce que là, c'est un laboratoire où on fait le prélèvement sanguin. Mais est-ce qu'ils doivent porter ça et attendre un cas éventuel qui puisse arriver pour un client pour pouvoir faire des prélèvements? Partie qui est un hôpital qui traite de la thalassémie et où on fait aussi le traitement ou bien la transplantation osseuse, de la moelle osseuse. Là, dans le pavillon de transplantation, les notions de PCI sont assez élevées, mais ailleurs, c'est assez faible. Mais alors, vous voyez, dans les ascenseurs, les gens monter et descendre avec des gants. Ils touchent les manettes et ils circulent avec partout. Le training que nous avons fait a fait réduire la consommation de gants dans cet hôpital. Conclusion. Est-ce que cette session aura été utile pour vous? C'est la question qu'il faut se poser. De ce pas, quelle direction allez-vous prendre? Parce qu'ici, maintenant, dans le débat que nous allons avoir, vous avez éventuellement des défis qu'il faille relever sur le terrain où vous êtes. Comment est-ce que nous allons faire une équipe ensemble pour essayer de traiter d'un défi que vous allez partager ici avec des amis, de façon à ce qu'on puisse trouver une solution? Comment allez-vous utiliser ce qui a été partagé pour relever les différents défis que nous avons ou que vous rencontrez? Chers collègues, je pense pour moi que c'est par ici que je pourrais marquer une pause avant de pouvoir faire la projection d'une vidéo que nous allons voir tous ensemble. Eh bien, c'est dans les milieux des soins. Je vais me résumer. Dans les milieux des soins, je m'excuse. Comment allons-nous nous comporter par rapport au port et au retrait des gants? Quand allons-nous utiliser des gants qui sont de différentes sortes, notamment les gants de ménage, mais également les gants de soins que nous avons dans les différents départements où nous sommes? Donc, ceci est très important. Permettez-nous de pouvoir mettre cette vidéo qui va nous permettre de pouvoir avoir une petite discussion. Avec votre autorisation, cher professeur, nous allons bientôt conclure cette présentation. J'espère bien retrouver la vidéo que nous allons pouvoir partager tous ensemble. Permettez-moi de la mettre en premier plan et après, nous allons avancer. Alors, je vais pouvoir mettre une vidéo qui va nous dire un peu quelque chose. Cette vidéo, je l'ai trouvée en ligne et chacun d'entre nous pourra donner ses idées autour de la vidéo si, eh bien, ce que nous faisons en portant et en retirant ces gants, si cela est tout à fait acceptable. J'aurais aimé que chacun la suive attentivement parce que des commentaires vont pouvoir arriver. Professeur, avec votre autorisation, j'espère bien que le son va pouvoir arriver. Si le son n'arrive pas, eh bien, nous allons essayer de pouvoir nous arranger autrement. Alors, la vidéo que je fais jouer ici, il est possible qu'elle puisse avoir des erreurs, mais j'aurais aimé que chacun d'entre nous puisse la regarder. Je vais tenter de pouvoir partager mon écran maintenant. Retirer les gants en utilisant une technique de gants contre. Je vais essayer de pouvoir... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, nous le voyons. Ok, nous allons essayer ensemble. Gants. Tout d'abord, saisissez le bord extérieur du gant à la base de la paume.
Tirez le gant de la paume vers les doigts en roulant le gant à l'envers. Glissez prudemment l'index de la main dégantée à l'intérieur du bord du gant, près du poignet de la main gantée. Enlevez le gant en tirant doucement vers les doigts. Jetez immédiatement les deux gants dans la poubelle. Lavez vos mains pendant 15 secondes après avoir jeté les gants. Est-ce que vous avez entendu le son? Oui, oui, le son Oui, était bon. oui, ça. Professeur, je vais m'arrêter par ici et nous allons passer à un débat avec une critique. J'aimerais bien rentrer de nouveau sur une autre projection que je ferai pendant le débat. Et je vous dirai pourquoi je préfère la mettre pendant le débat. Professeur et chers collègues, merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci, docteur Valérie, pour cet exposé très riche et pratique pour plus d'un égard. Et j'espère que les praticiens, ceux qui sont au laboratoire, ceux qui sont en service d'hospitalisation, et tout le monde a pu se situer dans sa sphère d'activité. Et je ne veux pas monopoliser la parole. Je voudrais vous laisser débattre. Et l'orateur a dit au départ que c'est un partage. C'est une séance de partage. Et alors, c'est une séance de partage que ceux qui ont des expériences différentes à celles que Dr Valérie a pu présenter et démontrer peuvent aussi apporter leur part de vérité. Ceci dit, je passe la parole aux participants, aux panélistes pour enrichir l'exposé qui vient de nous être fait par Dr Valérie. Chers participants, à vous la parole. Oui, docteur Andy. Oui, merci, professeur. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons. Voilà. D'entrée des jeux, j'aimerais féliciter le docteur Valérie pour une brillante présentation accompagnée des images et donc la démonstration. Peut-être deux points, parce que ceci revient très souvent dans les discussions dans nos communautés scientifiques. Est-ce qu'on doit mettre la bague ou pas? Il a touché là-dessus. Je vais tout simplement ajouter qu'il y a des études récentes qui ont quantifié la charge microbienne après avoir décontaminé les mains, entre guillemets, après avoir pratiqué les étapes de l'hygiène des mains. On a retrouvé en nombre suffisant les grammes, les bactéries grammes négatives, mais aussi les grammes positives, ce qui indique tout simplement qu'il faut enlever la bague. Deuxièmement, entre la comparaison entre le lavage de mains eau et savon et la friction en utilisant le gel hydroalcoolique, le gel hydroalcoolique est resté supérieur en matière de la diminution, de la réduction de la charge microbienne au niveau des surfaces des mains. La troisième addition que je voudrais faire ici, c'est par rapport au type des bagues. Les bagues qui ont une surface pleine, comme vous pouvez bien l'imaginer, vont engorger ou abriter moins de charges microbiennes comparées aux bagues qui ont moins du moins qui ont des décorations et donc qui n'ont pas une surface pleine. Voilà. Je crois que ces éléments peuvent ressurgir. Il y a une autre question, c'est par rapport à la durée. Je crois que le docteur Valérie a été très clair sur les indications de l'usage des gants en milieu hospitalier ou milieu des soins de santé. C'est notamment une paire de gants pour un geste, une paire de gants
pour des soins et donc ou pour une activité. Alors, la durée pour laquelle vous allez garder les gants, c'est similaire à la durée de l'acte ou du geste que vous voulez poser en milieu de soins. Voilà. Je crois que pour le reste, on pourra discuter lors du grand débat. Merci. Merci beaucoup, docteur Andy, pour cet apport. J'aimerais bien faire le commentaire. Laisse la parole. J'aimerais Oui, bien faire le docteur Valérie. commentaire. Docteur Andy, je suis très émerveillé pour cette intervention. Voici l'anecdote, voici la gymnastique que nous faisons, parce que la PCI, il faudra essayer de mettre les gens à l'aise. Je voulais un peu demander à chacun d'entre nous qui porte une bague là-bas de l'enlever. Et il va me dire l'effet que ça va faire. Je vais poser une autre question. Celui qui porte une bague, peut-il l'enlever? Maintenant, j'aimerais faire une petite expérience. OK. Notez l'heure maintenant, l'heure à laquelle vous avez enlevé la bague. Ça peut être une bague de mariage. Retournez à la maison, posez la question à votre épouse ou à votre partenaire ou époux. Posez-lui la question, qu'est-ce qu'elle a ressenti à cette heure-là? Elle vous dira l'effet qu'elle a ressenti en elle à cette heure. Parce qu'apparemment, les gens refusent d'enlever la bague, pensant très bien que ça peut être un signe d'infidélité et que cela va pouvoir se faire sentir auprès de la partenaire. Je dis que c'est une blague, mais c'est comme ça que la PCI s'enseigne, en faisant des choses vraies. Ici, je remercie encore une fois cette intervention très pertinente, parce que quand nous enlevons notre bague, Roland, vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti, Bandico? Bon, personnellement, oui. Personnellement, moi, je n'ai pas de bague, mais j'avais le choix, mais je n'en ai pas vraiment. Merci beaucoup. Je peux m'arrêter par là, professeur Ali. C'est une manière de dire aux uns et aux autres que le fait d'enlever la bague et qui doit être cachée quelque part de façon à ce qu'on ne puisse pas la perdre, afin de ne pas avoir des problèmes après, parce que c'est quand elle ne sera pas là qu'on posera. Mais quand vous l'avez enlevée, retournée, elle ne saura même pas que vous l'avez enlevée, ou il ne saura même pas que vous l'avez enlevée. Juste pour amuser la galerie, mais cela qui a été dit par le docteur Andy est très sérieux. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour ces ajouts. Je passe la parole à qui veut la prendre, Monsieur Roland. Oui, merci Monsieur beaucoup, Roland, professeur, pour la parole. Oui, professeur. allez-y. Oui, merci beaucoup pour la parole. J'ai une préoccupation, c'est par rapport à cette dénomination gaz stérile et gaz non stériles. Je ne sais pas Oui, qu'est-ce posez que... votre question. Oui, demande à l'orateur, qu'est-ce qui est... Parce que souvent, il y a des gens qu'on nous amène à l'hôpital. Alors, c'est qu'on a l'habitude d'utiliser au bloc, on les appelle, qui sont bien conservés dans les emballages, on appelle des gants stériles, mais il y a aussi des gants qui viennent dans des boîtes. Ça, à l'hôpital, nous avons l'habitude de les appeler des gants non stériles. Alors, je ne sais pas, les mots gants stériles et non stériles, là, c'est quoi la différence? Ou bien c'est les mots qu'on utilise à l'hôpital qui est mal employé? J'aimerais une précision par rapport à ça, cher docteur. Merci, docteur Valérie. J'étais en train de chercher ceci. Je ne sais pas si ceci est bien visible. Oui, c'est visible. Je vois, docteur. Voilà, ça c'est non stérile. Les processus de stérilisation des autres que vous voyez, ils sont bien emballés et individuels. Donc, vous avez une paire de gants dans un emballage. Les procédures même de stérilisation, ils sont écrites. Donc, celles-ci, vous en avez même en vrac qui peuvent venir, qui sont en vrac. Donc, c'est écrit là-dessus. Vous pouvez donc voir, on vous dit que c'est non stérile. Je rapproche, la caméra peut voir. Donc, vous pouvez lire les indications là-dessus. Je vais promener.
Ok. Probablement que j'essaie d'être un peu plus, voyons, si cela est encore visible. Voilà. C'est écrit. C'est écrit dessus que ces gants ne sont pas stériles. Je vais pouvoir passer sous cet angle ici. Vous pouvez le lire. Et le lire, probablement, c'est pas très visible. Voilà. Voilà là-bas. C'est écrit. Vous pouvez le lire en l'envers. Non sterile. Powder free. Donc, sans talc, sans poudre. Vous pouvez lire ces caractéristiques. Pour les autres, j'ai seulement l'emballage, malheureusement, mais le gant a été retiré dedans. Donc, vous avez des stériles et qui sont indiqués ainsi. Quand vous faites votre commande, celui qui vous amène cela, le service d'approvisionnement, va pouvoir vous amener suivant la consommation des services que vous avez et suivant les besoins que vous avez. C'est ainsi que je rentre de nouveau sur l'utilisation de ces gants tout en ayant des fiches de stock afin que nous puissions commander la quantité que nous utilisons et en plus avec un stock de sécurité dépendant si ce sont des gants d'importation ou ce sont des gants qu'on achète au marché local. Et tous ces deux, que ce soit stérile ou non stérile, ils doivent être validés par des services de l'État qui sont bien patentés à pouvoir le faire. Et en RDC particulièrement, l'OCC fait ce travail-là. Et ailleurs, vous avez d'autres services qui s'ajoutent dessus. Et je crois que l'inspection de la santé aussi fait ce travail pour pouvoir entériner. Alors, je ne sais pas, la question par rapport au type et aux différents, vous allez aussi non seulement les utiliser, les stériles au bloc opératoire, mais à d'autres endroits où les mêmes actions, les mêmes actes doivent se faire. D'où vous devez avoir une fiche de stock de consommation pour pouvoir calculer la consommation mensuelle, faire vos commandes en fonction de cela avec un stock tampon, buffer stock qui va vous permettre de pouvoir, en cas de rupture, prévenir le temps de commande pour que cela puisse vous arriver. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si j'étais hors sujet de cette question. Les collègues pourront bien me rajuster là-dessus. Oui, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Oui, les explications sont claires et vont de pair avec la démonstration que vous venez de faire. Alors, dans le chat, il y a Monsieur Adama, si je ne m'abuse, qui a demandé que faire pour les services de santé qui lavent les gants et les exposent au soleil pour les réutiliser après. Docteur Valérie? Professeur, j'aime beaucoup cette question et je crois que durant tout le cursus de formation que nous avons tous ensemble comme équipe conduit à l'école de santé publique de l'Université de Kinshasa, nous avons insisté sur ces faits, nous aimerons encore de nouveau réinsister dessus. Le processus de stérilisation, prenons d'abord seulement le processus de stérilisation, c'est un processus qui est validé. Comment est-ce qu'on fait la validation? Même quand on entre dans le système de décontamination, pour dire que ceci, c'est ce que nous vous recommandons pour la décontamination. Décontamination qui comprend le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. Ces choses sont vérifiées avec des évidences. Ça veut dire, quand on a dit, c'est ça le protocole qu'il faille appliquer, ou c'est ça les Standard Operative Procedures, donc les procédures opératoires standards, ce sont des choses qui se font avec une validation. Par exemple, si nous devons l'appliquer dans notre hôpital, qu'est-ce qui va valider ce processus? Si ce n'est pas validé, eh bien, nous courons le risque de pouvoir exposer des gens à des choses qui peuvent aller jusqu'à des risques mortels. Donc, on déconseille cette procédure. Nous rappelons que si elles doivent être réutilisées, ils doivent être réutilisés. Par exemple, les gants de ménage, oui, il existe même un procédé validé. Il existe des guidelines, donc des lignes directrices qui sont produites. De ces lignes directrices-là qui ont été produites, on va produire des procédés opératoires standards. On dit
dans les opérations, donc sur le terrain. C'est basé sur ce qui a été donné là-bas. Cette procédure qui est utilisée, elle a été validée par. Parce que tout doit venir de ce qui a été produit après les recherches, on a validé, et nous avons des documents qui nous orientent dans notre pratique, dans notre formation sanitaire, et qui sont basés sur des documents. Et des documents qui sont validés par des institutions, et qui sont basés sur des évidences aussi scientifiques, non seulement locales, mais également internationalement admises, ou si c'est localement contextualisé, elles doivent être validées. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Brièvement, je dis non recommandé, à supprimer, à décourager. J'aurais aimé qu'un des nôtres qui a dû faire clinical epidemiology et qui connaît les processus de validation des documents et qui y travaille intensément, qu'il puisse ajouter son commentaire dessus parce que c'est très important. Merci, prof. Merci beaucoup, docteur Valérie. Alors, dans le chat, il y a deux questions sur le temps maximum de port de gants, mais je pense que le docteur Andy a pu expliquer, il a donné une explication sur la durée de port de gants et je pense que c'était clair. Il y a Monsieur Ghislain Ndoumé qui a insisté sur son expérience dans son milieu de sensibilisation où les sages-femmes mettent les gants utilisés dans de l'eau de Javel et ensuite vont les jeter dans un sac euh, pour leur destruction. Je pense que nous pouvons lui donner la parole pour qu'il explicite. Docteur Andy, on va vous donner la parole après Monsieur Ghislain, qui a une expérience à partager. Et je pense qu'il a été édifié aujourd'hui par ce que le docteur Valérie a expliqué. Monsieur Ghislain, si vous êtes encore là, vous pouvez expliquer aux participants ce que vous vivez. Monsieur Ghislain? Allô? Oui, monsieur Ghislain, vous avez la parole. Oui, d'accord, merci bien. En fait, c'est par rapport à des constats que nous avons faits sur le terrain, au niveau des sages-femmes, quand on faisait des visites concernant la formation et la sensibilisation en PCI, dans certains centres de santé, les sages-femmes, avant de jeter les gants qu'elles utilisaient pour faire les touchés, pour faire les actes médicaux, elles le décontaminaient d'abord dans une solution de Javel, avant de les ôter et de les jeter dans les poubelles réservées à ces effets. Donc, c'était en fait, avec la démonstration qui a été faite aujourd'hui, je me rends compte que nous étions sur la bonne voie en disant que ce n'est pas une pratique qu'il faut faire parce qu'elle augmente le risque de se contaminer, en fait. Lorsqu'on plonge on plonge le gant dans la solution de Javel avant de la retirer et maintenant de retirer les gants. Et c'est par rapport à ça que je voulais partager cette expérience que nous avons eue sur le terrain et vraiment dire merci au présentateur de la journée. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ndoumé, pour cet apport. Et je pense que c'est très intéressant de suivre et de partager des expériences communes pour prendre ce qui est bon et éliminer ce qui ne va pas. Docteur Andy, vous avez la parole. Oui, merci, professeur. Merci, docteur Valérie, aux autres intervenants. C'est un sujet difficile, il faut l'avouer. On n'est pas à Washington ici, on est en Afrique. On n'a pas les mêmes niveaux de ressources et encore moins des connaissances en matière de pratique de la PCI. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut utiliser le niveau de connaissances que nous avons, les contextes dans lesquels nous travaillons et privilégier le même objectif, c'est-à-dire prévenir l'infection.
et donc ne pas répandre l'infection et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la résistance aux antimicrobiens. Alors, première position, il n'est pas recommandé de réutiliser les gants. Donc, les indications du docteur Valérie les a présentées de manière très, très pertinente et claire. Une paire de gants pour un geste, une paire de gants pour un patient, et on élimine juste après. Mais maintenant, on a appris avec le terrain, pour ceux qui sont les hommes de terrain, comme nous avons été nous tous, bon, je vais dire docteur Valérie et moi, nous connaissons très bien les recoins et des terrains très difficiles où vous avez, tout est en manque, en fait. Et vous devez prendre soin de ces patients, vous devez contrôler les épidémies, et il n'y a pas souvent de ressources suffisantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et vous verrez dans plusieurs organisations, on essaye de contourner la recommandation qui refuse la réutilisation des gants. Alors, c'est juste pour vous donner un peu de ces connaissances-là. Donc, les gants vont contenir ici des matières organiques. C'est par exemple du sang ou d'autres liquides biologiques. Il faut bien les rincer. Et tenez, hein, je ne dis pas qu'il faut garder et réutiliser les gants, mais là où vous n'avez pas de choix du tout, vous êtes coincé devant une situation où vous n'avez pas d'autre option, utilisez alors votre science pour essayer de réduire autant que vous pourrez le risque de transmission des germes dangereux. Donc, vous commencez par le lavage, eau et savon, pour éliminer autant que possible euh, les matières organiques sur les surfaces des gants. Deuxième étape, si vous avez de l'hydrogène, donc du peroxyde d'hydrogène à 3% ou 6%, vous pouvez tremper ces gants dans cette matière-là pour permettre, encore une fois, la désinfection autant que possible. Et ça peut aller de 2 à 3 heures, cette pratique. À la fin, vous devez rincer les gants avec de l'eau plutôt tiède. Et ensuite, vous allez, comment on dit ça encore, to hang the gloves. Docteur Valérie, to dry, hanging the gloves. En français, c'est À les encore étaler suspendre ou les suspendre, voilà, pour égoutter. pour égoutter, oui, voilà, merci. Donc, vous devez mettre ces gants-là dans une position telle que vous allez égoutter et que la quantité d'eau va disparaître. Alors, vous ne pouvez les utiliser que lorsqu'elles sont complètement séchées. Je répète, ce n'est pas une recommandation, mais c'est dans des situations où nous sommes tellement coincés et on doit faire quelque chose. Et donc, la prévention de l'infection, vous vous rappellerez, elle est multimodale. Vous devez mettre en place plusieurs choses. C'est notamment l'éducation des personnes qui utilisent ces ressources. Donc, c'est moyens de prévention au niveau personnel, donc les EPI, les équipements de protection individuelle. Et vous devez maîtriser aussi ce qu'on appelle les instructions du fabricant. Donc, ces gants viennent avec des notices et vous devez apprendre à maîtriser ces notices-là. Il y a des produits pour lesquels on ne doit pas faire ce que je viens de dire parce que ça va endommager davantage, augmenter le nombre de pores sur les surfaces des gants et donc, bref, vous exposer gravement à des risques infectieux. Je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Merci beaucoup, docteur Andy, pour la mise en évidence de l'état d'équipement de nos structures sanitaires partout où nous nous trouvons. Ce n'est pas une recommandation, vous l'avez dit. Nous l'avons entendu et c'est ce que la plupart des formations font. Mais la mort dans l'âme, devant les difficultés, les gens sont obligés de faire cela. Docteur Jean-Pierre, ce sera la dernière question parce que si vous êtes assez économe dans la parole, peut-être qu'on donnera la parole à quelqu'un d'autre après vous.
Docteur Jean-Pierre? Merci beaucoup, professeur Ali. Je rebondis par rapport à ce que professeur Andy venait de dire tout à l'heure. Ce n'est pas une norme, ce n'est pas une recommandation, mais voilà, dans certaines conditions, on est obligé de faire quelque chose avec. Moi, je pense que ce n'est pas ça aussi le problème. On n'est pas dur, mais on accepte d'être finalement à cet usage au-delà des normes, et puis avec toutes les possibilités d'exposer les personnels. Lors de nos descentes sur le terrain, dans les cas de notre formation, à le Congo central, j'étais autrefois étonné de constater que c'était à la maternité d'une structure dont j'étais les noms. Évidemment, on séchait comme on l'a illustré, euh, au rayon solaire, et puis on talquait avec la poudre vague. Alors, même s'il y a un bébé, donc, il y a un bébé dans la maternité, on se sert de sa poudre pour commencer à talquer. Et aussi, c'est pratiquement les entonnoirs, l'infirmière qui est là, ça met un peu facilement utiliser les numéros 7,5, mais vous trouvez avec 8,5, et pratiquement un entonnoir où elle doit plonger les mains. Je pense que si on veut que les choses marchent, c'est qu'on doit être tenace aux normes au lieu d'être un peu flexible. Dire que non, voilà, on peut faire quoi. Merci. Merci, le docteur Jean-Pierre. Je vais lire ce que le docteur Andy a mis dans le chat. Une autre précision sur l'économie de la santé. Le retraitement des gants n'est pas moins cher par rapport à l'achat de nouveaux gants. Ben, je pense que la solution serait tout simplement d'acheter d'autres gants et on en serait quitte. On va protéger tout le monde. Pour l'avant-dernière question, docteur Andy, nous allons Oui, clôturer professeur. avec Valérie. Oui, oui. Merci pour l'opportunité. Je crois que ce sont des questions euh, très importantes et je comprends ce que le docteur Jean-Pierre vient de dire. On n'encourage pas la mauvaise pratique. On est en train de partager les éléments qui peuvent vous aider sur terrain. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans des milieux nantis et des milieux vraiment démunis. Et je suis dans l'académique, je suis dans la rédaction des lignes directrices ou des guidelines que vous utilisez. Donc, j'ai la vision, je ne peux pas dire complète, mais j'ai une grande vision de tout ce qui s'est fait dans ces domaines. Et la discussion que j'ai à certains niveaux avec d'autres scientifiques d'ailleurs, les États-Unis ou l'Europe, c'est pour dire que ce que vous voyez chez vous, chez nous, c'est très difficile à appliquer. Et donc, on est en train de faire des recherches sur les sols africains pour apporter des données probantes du sol africain. Et les autres viennent maintenant apprendre aussi. Regardez le masque en tissu qu'on a eu à utiliser avec Covid, c'était interdit complètement, catégoriquement. Mais lorsque l'Afrique a pris le devant, je crois que j'étais aussi dans le cercle des gens qui ont travaillé là-dessus en Afrique du Sud. C'est C'était une très grande joie lorsqu'on a reçu les premières évaluations physico-chimiques et bactériologiques de ces premiers modèles sud-africains qu'on avait envoyés aux États-Unis pour analyse approfondie. Ça protégeait jusqu'à 70-80%. Et on a donc dit, allez-y, il faut en multiplier et donner aux gens. Ça a eu un impact important. Voilà, c'est pour juste dire, on n'encourage pas la mauvaise pratique, mais on doit l'accompagner par des données probantes. Et les données probantes ne sont pas statiques. Il faut faire des recherches locales. Il faut encourager à mieux faire. Moi-même, j'ai déjà secouru plein de gens sans gants parce qu'il fallait tout de suite agir. Je n'en avais pas. J'étais dans un milieu où je ne pouvais pas en avoir, mais il fallait sauver une vie. On a intervenu et voilà.
Donc, docteur, je suis très d'accord avec vous. Il ne faut pas encourager la flexibilité, mais il faut utiliser la science que vous avez dans les contextes dans lesquels vous vous trouvez et faire ce qu'il faut faire, donc le travail. Merci. Merci, docteur Andy, pour cette expérience des milieux qui ne sont pas nantis et des milieux qui ont tout. Docteur Valérie, Professeur, je voulais vous avez la ajouter ceci. parole. Je voulais ajouter ceci. Vous savez, à un moment donné, nous devons être pratiques et surtout dans les aspects organisationnels. Donc, certains problèmes que nous rencontrons sont principalement d'ordre organisationnel. Ça ne veut pas dire que les moyens ne sont pas là. La redistribution de ce que nous avons pose des problèmes. Du coup, on entre dans un problème politique. Mais il est toujours possible que par des recherches, comme tout à l'heure, le docteur Andy venait de le dire, que l'on puisse produire des choses qui sont authentiquement de notre milieu. J'aimerais bien rappeler que j'étais encore à Kinshasa. C'est quand je suis arrivé en Afrique du Sud que l'aspect des tissus même est venu, je l'imagine bien, mais peut-être docteur Andy pourrait bien se rappeler ou nous le rappeler. Quand nous étions déjà au mois de mars, l'ancien ministre de la Santé, Kabange Numbi, était déjà passé avec l'aspect du tissu. Nous ne l'avions pas accepté parce que nous étions sans preuve, sans ceci, jusqu'à ce que les autres fassent des preuves. Vous entendez, il dit bien clairement, l'idée a été là, ça a été envoyé à des laboratoires d'expertise pour pouvoir vérifier l'une ou l'autre chose. Donc, il y a de bonnes choses que probablement nous sommes en train de faire. Documentons, passons cela par les méthodologies avérées pour pouvoir, ou des méthodes avérées pour pouvoir valider et laisser passer. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire. Il ne faut pas avoir la crainte présentement. Donc, nous devons être ouverts à la science, nous devons être ouverts au changement et à l'amélioration. Cela nous aiderait. Et pour terminer, la présentation qui a sans doute été partagée va être aussi donnée aux autres, mais aussi les documents là, qui doivent être affichés comme rappel visuel auprès des uns et des autres pour savoir quelles sont les indications. Cela doit être mis dans nos milieux de soins parce que ça aiderait beaucoup plutôt que de pouvoir deviner. Merci. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un peut avoir une réponse à M. Ndoko qui demande la signification des différentes couleurs qui sont sur les gants? Bon, je vais me jeter à l'eau. Je n'ai pas fait de recherche particulière, mais je peux dire que jusque-là, nous avons des gants bleus. J'ai vu des gants, nous avons des gants bleus, des gants beige qui existent. J'ai vu aussi des gants rouges et des gants verts. Je n'ai pas de code de couleur ou de codification de couleur par rapport aux gants. Il faudra aller chercher pour pouvoir revenir avec beaucoup de sincérité. Il me faut chercher pour revenir. Je n'ai pas creusé cet aspect. Merci. Est-ce que je peux me Bien, jeter à l'eau? merci. Oui, Voilà, il oui. faut dire qu'il y a pas de standard en tant que tel. Il n'y a pas vraiment de standard au niveau de l'industrie sur le plan couleur des gants. Et donc, vous pouvez lire là-dessus, vous allez trouver pas mal de choses. Mais il n'y a pas tout de suite un standard, une norme. Mais voilà, comme docteur Valérie, et je crois qu'on peut tous aller lire pour avoir plus de détails. Mais aussi, par rapport aux gants, il y a les couleurs, il y a l'épaisseur, il y a les numéros. Et c'est aussi en rapport avec les contacts des contaminants. C'est encore aussi en rapport avec la perforation, vu les tâches qui vont être faites. Voilà pourquoi en milieu des soins, vous avez des gants stériles, des gants juste de l'examen physique et vous avez des gants pour les techniciens des surfaces, donc on appelle des gants domestiques ou qui sont plus durs et donc résistent encore mieux à la perforation et aux réactions chimiques au contact des contaminants, par exemple. Voilà. Mais il n'y a pas tout de suite une norme.
par rapport aux couleurs. Voilà. Mais on peut toujours lire. Vous allez trouver beaucoup de choses là-dessus. Il y a beaucoup de choses sur les couleurs, sur les gants. Je peux vous les confirmer. Bonne lecture à vous. Merci, docteur Andy. Je vois docteur Jean-Pierre qui a un souci. Lequel, docteur Jean-Pierre, nous sommes en retard? Oui, bon, merci beaucoup, professeur. Pas du tout un souci, c'est par rapport à toutes ces précisions, à la question posée par rapport aux couleurs. Bon, il est vrai que nous allons nous jeter plus davantage dans la littérature pour en apprendre davantage, mais je me rappelle, un de nos professeurs avait reçu une telle question. Il aurait dit que les couleurs dépendent du produit utilisé. Quand c'est le latex, tous les fabricants s'accordent pour mettre la couleur blanche ou voilà, claire. Quand c'est le vinyle ou le nitrile, c'est la couleur bleue ou ainsi de suite. Moi, je pense que nous allons approfondir davantage. Merci beaucoup. Voilà, chers participants, nous arrivons à la fin de cette session, mais nous allons continuer encore pendant 2 semaines sur le thème de l'hygiène des mains. La semaine prochaine, nous allons continuer avec un autre sujet sur l'hygiène des mains. Et je voudrais remercier particulièrement l'orateur du jour, Dr Valérie, pour sa brillante présentation et j'espère que cette communication va enrichir les praticiens que nous sommes en différents milieux. On n'a pas répondu à toutes les préoccupations, mais quand même, ça a éclairé la pratique de tous les jours. Nous remercions aussi tous les panélistes, comme tous les participants, pour leurs apports et l'animation qu'il y a eu. Sans oublier Madame Kanika et son équipe qui, chaque semaine, fait un effort pour nous faire parvenir là où vous êtes. Merci et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci. Au revoir, bon week-end. Je Au rappelle revoir. aux Merci. participants qu'il y a une fiche d'évaluation qu'il faudrait remplir. Merci. Merci, cher prof. Bon week-end à vous. Merci beaucoup, Paul.